Bonjour Delphine. Bonjour Estelle. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour aborder plusieurs questions juridiques liées à la séparation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les différents types de séparation ? Oui, bien sûr. Donc en fonction du mode d'union va dépendre le type de rupture. On va essayer de faire bref, on ne peut pas forcément tout détailler. Mais donc concernant les couples mariés, le mode de rupture est bien sûr le divorce. Et il faut savoir qu'il y a deux façons de divorcer. Il s'agit notamment donc du divorce amiable, c'est-à-dire que chacun des époux devra prendre un avocat. Avec l'avocat, ils vont faire une convention qui va permettre de mettre par écrit les conséquences liées au divorce. Ils vont se mettre d'accord sur tout, notamment sur la résidence des enfants, etc. Et ensuite, cette convention est enregistrée devant un notaire. Si les membres du couple ne sont pas d'accord, ils vont tout simplement faire un divorce judiciaire, divorce dit contentieux, c'est-à-dire en saisissant le juge aux affaires familiales avec leur avocat. Pour les couples qui ne sont pas mariés, il y a effectivement par exemple le PACS, le pacte civil de solidarité. Pour rompre le PACS, il y a deux façons de faire. Soit les membres du PACS sont d'accord pour se séparer, dans ce cas-là, ils vont faire une déclaration conjointe devant l'officier d'état civil compétent. Ou alors ils ne sont pas d'accord de se séparer et la personne qui souhaite se séparer va faire appel à un huissier qui va signifier cette décision de séparation. L'autre mode de rupture va concerner bien évidemment le concubinage. Le concubinage est un mode d'union libre et la rupture est identique, c'est-à-dire libre, il n'y a pas de démarche particulière. Mais il faut souligner que pour ces couples non mariés, ça ne les empêche pas de saisir le juge aux affaires familiales pour effectivement soit mettre par écrit un accord qu'ils auraient eu ensemble pour essayer d'officialiser les choses, soit de saisir le juge pour trancher justement une question, notamment la question de la résidence des enfants et d'autres modalités d'exercice de l'autorité parentale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'autorité parentale ? L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs qui s'exercent conjointement, peu importe que les parents soient ou non séparés, ils s'exercent en effet conjointement et ça a pour finalité l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire qu'on doit effectivement respecter la personne qu'est l'enfant. Et cette autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Est-ce que vous pouvez nous dire Delphine si un parent peut prendre seul des décisions concernant son enfant ? Normalement, si on a fait un enfant, c'est pour s'en occuper à deux. Et effectivement, les parents doivent s'entendre pour prendre des décisions qui concernent l'enfant. Mais en cas de séparation, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Alors la loi, elle prévoit quelque chose. Elle prévoit qu'en effet, pour les actes usuels, c'est-à-dire des actes basiques, des actes de la vie courante, on présume que l'autre parent est d'accord. Par exemple, un enfant qui a besoin d'aller chez le médecin généraliste, tout simplement, eh bien on va présumer que l'autre parent est d'accord pour aller voir ce médecin généraliste. Mais pour tous les actes qui vont changer l'avenir de l'enfant, des actes qui vont vraiment être très importants, par exemple passer d'une école publique à une école privée, eh bien là, il faudra l'accord des deux parents. C'est trop important pour laisser effectivement un seul des parents décider à la place de l'autre. Et sachant que quand même les décisions qui concernent l'enfant, on essaie aussi de concerter l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité. Du coup, concernant la résidence de l'enfant, comment les parents peuvent peut-être la réorganiser ? Concernant la résidence, effectivement, en cas de séparation, il va falloir poser quelque chose. Certains parents, parfois, le décident à l'amiable. Ça peut être effectivement une résidence alternée, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ou alors, tout simplement, toujours en entente amiable, avoir ce qu'on appelle un droit de résidence classique, un droit de visite et d'hébergement classique, une semaine chez l'un avec un week-end sur deux chez l'autre. Mais en cas de conflit, en cas de mésentente, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales afin effectivement de trancher cette question-là. Et le juge aux affaires familiales, de manière classique, il peut très bien proposer de faire une résidence alternée pendant un certain temps afin d'observer un petit peu comment ça se passe et de pouvoir rendre une décision ensuite officielle un petit peu plus tard. Nous allons maintenant aborder un sujet qui peut souvent cristalliser la relation entre les parents, la fameuse pension alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc cette pension alimentaire, que l'on appelle plutôt aussi contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, c'est tout simplement en fait le fait qu'un parent,
que les parents doivent effectivement continuer à contribuer à l'entretien d'un enfant. Ce n'est pas parce qu'on est séparé et que l'un des enfants, par exemple, va vivre avec l'un des parents que l'autre parent est déchargé de cette obligation. Donc là, les parents vont essayer de se mettre d'accord pour effectivement maintenir le même niveau de vie que l'enfant avait avant la séparation. Cette contribution peut très bien être faite en nature, c'est-à-dire la prise en charge de certains frais, de certaines activités, mais ça peut aussi être une prestation financière, c'est-à-dire un versement mensuel qui est fait sur le compte de l'autre parent. Sachant que cette pension alimentaire, normalement, est plutôt versée aux parents qui a la résidence des enfants, mais ça n'empêche pas, effectivement, que cette pension soit aussi versée en cas de résidence alternée. Et du coup, est-ce que le versement de cette pension alimentaire s'arrête à la majorité de l'enfant? C'est une bonne question. Parfois, on se dit, ça y est, il est majeur, je suis débarrassée. Mais non, quand on a fait un enfant, me disait mon médecin, on en prend pour 30 ans. Donc je plaisante. Mais effectivement, cette pension alimentaire doit être versée jusqu'à l'autonomie financière de l'enfant, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il puisse vraiment subvenir lui-même à ses besoins. Et quand l'un des parents voudra arrêter le versement de la pension alimentaire, c'est pas lui qui doit la faire comme ça. Il doit saisir le juge aux affaires familiales qui dira oui, effectivement, ça peut s'arrêter parce que cet enfant est enfin autonome financièrement. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces informations. Merci Estelle. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez retrouver les coordonnées des juristes du département dans la FAQ et également sur le PowerPoint.